Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Serial Lecture. Aujourd'hui, je n'ai pas de style littéraire à proprement parler à vous présenter, et nous n'allons pas non plus parler d'un auteur en particulier. Non, les livres dont il est question aujourd'hui sont tous différents, mais possèdent cependant un point commun. Et c'est ce point commun, cet élément extérieur, car c'en est un, c'est cela que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de tempête. Donc je vous propose de rentrer dès maintenant dans le vif du sujet. La délégation norvégienne d'Hugo Boris. Paru aux éditions Belfond en 2007, il s'agit du troisième roman d'Hugo Boris, un jeune écrivain français qui, en explorant à chacune de ses œuvres un thème différent, semble faire mouche à chaque fois. L'auteur nous raconte l'histoire de 7 personnages, des chasseurs, venus des 4 coins de l'Europe dans un relais de chasse, perdus en pleine forêt norvégienne. Ils ne se connaissent pas et leur hôte n'est pas là pour les accueillir. À ce stade, tout laisse à penser que le roman s'oriente vers un huis clos criminel, une relecture des 10 petits nègres d'Agatha Christie, tant les éléments sont similaires, si ce n'est bien sûr le nombre des protagonistes. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais personnellement avant de constater que pour ce type de récit, l'intrigue semblait un peu longue à se mettre en place. Et pour cause, l'auteur prend le temps de planter son décor et de nous plonger dans une atmosphère pesante, tout cela dans le but de détourner quelque peu notre attention. Les protagonistes se retrouvent pris au piège d'une effroyable tempête. D'abondantes chutes de neige d'abord, mais également un froid saisissant et quelque peu surnaturel ensuite. La forêt elle-même, enfin, semble s'opposer à toutes les tentatives du groupe de s'échapper pour rejoindre un semblant de civilisation. Ces chasseurs qui s'étaient retrouvés dans le but d'assouvir leur passion commune, tout à fait discutable, soit dit en passant, se retrouvent à chasser tant bien que mal pour survivre. Bientôt, notre narrateur acquiert la certitude qu'il va mourir assassiné. Ne remarque-t-il pas d'ailleurs que quelque chose cloche chez ses camarades? Une certaine psychose va alors s'installer dans le groupe, allant crescendo jusqu'au dénouement final. Je ne veux pas vous gâcher le plaisir en spoilant la fin, mais sachez que le dernier cahier du livre, c'est-à-dire les toutes dernières pages, sont volontairement scellés. Il ne s'agit pas là d'un défaut de fabrication, comme le précise d'ailleurs l'éditeur sur la 4e de couverture, et si vous avez la chance de lire un exemplaire neuf, c'est à vous que revient la tâche de séparer ces dernières feuilles pour en connaître le contenu. Mais attention, en le faisant, vous devenez acteur ou actrice de l'intrigue et sans doute responsable des derniers rebondissements de celle-ci. À l'instar de l'Histoire sans fin de Michael Ende, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, ce roman d'Hugo Boris vous propose très habilement, et de manière tout à fait originale, de rentrer dans l'histoire, de faire partie intégrante de cette délégation norvégienne. Intéressons-nous désormais à un roman plus sombre encore, tout droit venu d'Islande, Noir Océan de Stefan Manni. Stefan Manni est un auteur né à Reykjavik en 1970. Il devient, grâce à Noir Océan, paru en 2010, le premier auteur islandais à être publié dans la série Noire, célèbre collection policière des éditions Gallimard. Et pourtant, on ne peut pas parler ici de roman policier dans le sens premier du terme. Jugez plutôt. Le cargo Percé s'apprête à appareiller pour le Suriname. Le capitaine est le seul à bord à savoir avec certitude qu'il s'agit là du dernier voyage du bateau. La compagnie maritime est en effet contrainte à des restrictions budgétaires qui condamneront à coup sûr les membres de l'équipage au chômage dès leur retour en Islande. Mais les marins s'en doutent et décident d'organiser une mutinerie à bord alors que le bateau évolue tant bien que mal dans une tempête qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Cependant, leur plan ne sera jamais mis à exécution car d'étranges événements se produisent. Les moyens de communication sont rompus et les moteurs sont victimes de sabotage. Le cargo se met alors à dériver vers le sud, ballotté en tous sens comme une coquille vide dans un océan en furie. Mais pas si vite que ça puisque, en plus de l'équipage, un passager clandestin a pris place, bien malgré lui d'ailleurs, dans cette ultime traversée. Ce personnage charismatique, répondant au nom de Démon, cultive son aura de mystère. Mais il est loin d'être le seul, chaque personne à bord semble cacher un secret inavouable. Les alliances et les trahisons s'alternent au rythme des flots en colère. Les quiproquos sont nombreux, entraînant des décisions folles qui poussent le vaisseau de plus en plus loin vers sa perte. Nous devons le livre suivant à Belinda Bauer, L'Appel des Ombres. Belinda Bauer est une écrivaine et journaliste britannique née en 1962. Elle débute sa carrière en tant que scénariste pour la BBC et s'installe à Cardiff après quelques années passées en Afrique du Sud. Si elle rencontre le succès dès la parution de son premier roman en 2009, c'est avant tout son œuvre suivante qui nous intéresse aujourd'hui. L'Appel des Ombres paraît en France en 2012 aux éditions Fleuve Noir. Ce thriller policier nous raconte les événements qui bouleversent la bourgade de Shipcott en Angleterre.
Ce village isolé, si paisible habituellement, devient le théâtre de meurtres indescriptibles, frappant visiblement des personnes faibles et innocentes. Mais ici, tout le monde se connaît et s'apprécie. Le chef de la police locale a toutes les peines du monde à trouver un quelconque mobile et encore plus à soupçonner l'un de ses concitoyens. Et pourtant, alors que le village est pris dans une effroyable tempête de neige qui isole un peu plus ses habitants, les meurtres se poursuivent. Coupés du monde à cause de la tempête, les policiers sont contraints de se débrouiller seuls et toutes les pistes de l'enquête seront suivies plus ou moins méticuleusement. Toutes, sauf une. Si ce roman policier de Belinda Bauer est assez classique dans sa forme, il gagne en intérêt et en originalité grâce à l'isolement des protagonistes. Car si la tempête rapproche les membres d'une paisible communauté, elle retient de la même façon le tueur parmi eux. Et c'est d'ailleurs ce dernier point qui m'a rappelé une de mes anciennes lectures. La tempête du siècle de Stephen King. Inutile de présenter ici le maître incontesté et incontestable du roman fantastique et de l'horreur. D'autant que nous aurons l'occasion d'étudier de près le phénomène King dans une série de vidéos qui lui sera exclusivement consacrée. Tout d'abord abordé sous la forme d'un roman, Stephen King décide, en vue du potentiel visuel que lui évoquent certains passages, de scénariser La tempête du siècle pour en faire une mini-série destinée au petit écran. Et c'est bien sous la forme d'un scénario que le livre paraît en France en 1999 aux éditions Albin Michel. La tempête du siècle nous raconte l'histoire de la petite communauté insulaire de Little Tail dans le Maine. Les habitants s'apprêtent à affronter la pire tempête que la région ait connue. Un événement qu'ils prennent avec philosophie comme un inconvénient ponctuel, un prix à payer en échange de la quiétude d'une vie sur une petite île où tout le monde se connaît. Mais la tempête semble avoir emmené avec elle une force maléfique en la personne du mystérieux André Linoge. En effet, alors que la tempête gagne en intensité, Linoge tue sa première victime et se laisse arrêter et emprisonner sans résistance. Un comportement étrange qui finit par inquiéter Mike Anderson, le shérif local. D'autant que le tueur ne cesse de répéter que si on lui donne ce qu'il veut, il partira. Alors que la communauté s'organise pour faire face aux éléments déchaînés, des morts mystérieuses continuent de s'accumuler, comme s'accumule la neige dans les rues, devenue impraticable. Mais nous comprenons que la vraie menace tient dans la phrase de Linoge. Donnez-moi ce que je veux et je partirai. Les habitants de Little Tail Island seront-ils prêts à consentir au plus grand sacrifice qui soit pour sauver leurs âmes? Et surtout, sauront-ils garder un secret, celui qui les lie à Linoge, quand celui-ci repartira avec la tempête du siècle? À vous de le découvrir dans cet énième coup magistral du King. Enfin, dans un autre genre, j'aimerais vous parler d'un livre de l'écrivain français Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Alors vous connaissez sans doute l'écrivain voyageur qu'est Sylvain Tesson, né en 1972 à Paris. Ce qui est moins connu chez lui, c'est qu'il est également stégophile, c'est-à-dire qu'il aime escalader à peu près tout ce qui se présente devant lui. Des monuments, des cathédrales, mais aussi les principaux reliefs du monde entier. De cette passion, mais également de son statut de voyageur sans attache, comme il se définit lui-même, il a l'habitude de ramener des récits très largement salués par le public. Dans les forêts de Sibérie n'échappe pas à cette règle, puisque ce livre constitue son carnet de voyage, ou plutôt son carnet d'ermitage, racontant les 6 mois qu'il a passés seul dans une cabane rudimentaire au bord du lac Baïkal. 700 km de long, 80 km de large, des températures descendant parfois à moins 40 degrés, ce lac immense et glacé une bonne partie de l'année est l'endroit idéal pour celui ou celle qui souhaite se retirer de la frénésie du monde. En 2010 et pendant 6 mois, c'est-à-dire de l'hiver jusqu'à la fonte du lac, cette cabane et cette retraite forcée fut le souhait de Sylvain Tesson. Vivre parmi les livres dans 9 mètres carrés, à plusieurs jours de marche de la civilisation la plus proche, méditer sur la marche du monde et sur le bilan de sa propre vie. Bon, avec un sacré stock de vodka quand même, faut pas déconner. Une expérience qui parle à beaucoup d'entre nous, je pense, à un certain moment de notre vie, et qui nous est racontée là de manière simple et presque philosophique, loin d'un quelconque exploit d'ordre physique. Alors quand les tempêtes se déchaînent au dehors, quand nous sommes perdus au cœur de la Sibérie ou ailleurs, nous pouvons nous réjouir car l'auteur l'affirme, tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir les livres de cette sélection. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En vous remerciant de m'avoir suivi jusque-là, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao.